Salut tout le monde. Alors comme prévu, aujourd'hui on part à la découverte du plus grand menhir du Cosméjean, le menhir de Fraisse. Toujours dans sa position d'origine, il est situé après l'aérodrome à environ 2 km à vol d'oiseau du menhir de Chanay. Je n'étais pas vraiment sûr de sa localisation et malgré cette fièvre grandissante qui me tenait depuis le matin, je décidai de m'accrocher et de partir à sa rencontre. De nombreuses personnes m'ayant parlé de ce menhir avec ferveur. Donc si vous voulez voir ce petit menhir qui est situé au bord du GR60, je vous conseille de vous garer à la borne 19 de la départementale numéro 16. Encore une fois un petit peu au milieu de nulle part. Donc toujours cette altitude d'environ 1000 mètres, 924. On est à peu près à la même altitude que le menhir de Chanay qu'on avait vu précédemment. Alors on est vraiment sur un terrain très sec, très rocailleux ici. Il y a beaucoup de cette poussière qui vient, je pense, des pierres de calcaire qu'on retrouve partout ici. Et tous ces arbres que vous voyez, à mon avis, c'est pas naturel, hein. C'est l'homme qui les a replantés. Parce qu'apparemment, ici avant, il n'y avait quasiment plus d'arbres. Par exemple, à l'époque romaine, ils ont été énormément utilisés pour les constructions ou le chauffage. Donc, un peu comme partout en France, des arbres ont été replantés il y a environ 100 ou 150 ans. Et il y a beaucoup plus de forêts à l'heure actuelle qu'aux époques plus anciennes. Il fait une chaleur terrible, terrible. Je pense que si je reviens dans la région, ça sera hors saison, quand les températures sont beaucoup plus clémentes, parce que en ce moment c'est pas évident. Allez, continuez le petit chemin, je pense qu'on se rapproche. Il devrait plus être très loin, ce fameux menhir. Vous voyez cette dépression? Donc ici il y a certainement une source d'eau pas loin, ou les eaux de pluie qui s'accumulent dans cette dépression. C'est assez caractéristique de la région. Des fois ça forme des tourbières. La végétation est beaucoup plus verte. Donc ici ça doit être un peu ce que j'appellerais une zone humide. Allez, on continue. Voilà, la chaleur est terrible les amis, terrible. Nous y voilà. Le menhir de Fraisse. Alors j'aurais pas dû passer par là forcément. Enfin bon, on va essayer d'enjamber la clôture sans se faire électrocuter. Alors les amis, c'est un très beau menhir. Première constatation, il ne ressemble pas du tout à ceux de la Cham. Il est peut-être un peu abîmé, mais on ne retrouve pas cette forme caractéristique à base rectangulaire ou triangulaire des menhirs de la Cham. Il est plus arrondi et assez trapu. Autre particularité, des marques d'origine humaine appelées cupules seraient également gravées à sa surface. Et comme quasiment tous les mégalithes du Cosméjean, il est en dolomie. Cette roche semblable au calcaire est très sensible à l'érosion hydrique. C'est aussi pour ça qu'il est extrêmement marqué. On va bien s'en apercevoir quand je vais m'approcher ensuite. Je l'ai déjà un peu étudié. C'est sur cette face-là qu'il y a le plus de cupules. Et c'est vrai qu'il y en a qui semblent tout à fait naturelles, mais d'autres qui semblent retravaillées. Donc sa hauteur hors sol est quand même de 3,10 m. C'est un menhir qu'on ne peut pas louper. On a quand même une bonne vision sur le reste de la région. Il est un peu, on dirait, perdu au niveau de nulle part. Mais encore une fois, il y a on dirait qu'il y a une source d'eau pas loin. Est-ce qu'il n'était pas là aussi pour l'indiquer? C'est une possibilité. Il est assez épais. Sa base fait 85 cm et on remarque qu'il s'émincit légèrement vers son sommet, faisant alors 76 cm. Donc un menhir assez épais, assez haut et aussi assez large. Parce qu'il ferait 1,75 m à sa base. Un menhir vraiment imposant. Encore une fois, le plus gros de la Cosméjean.
On estime que son poids ferait environ 10 tonnes. Alors cette face-là est moins marquée que l'autre face. Donc c'était peut-être la face, comme j'appelle ça, la face d'extraction, celle qui était collée à un autre bloc et qui a été retirée. Ce menhir aujourd'hui isolé faisait sûrement partie d'un plus vaste ensemble. J'ai d'ailleurs lu qu'un autre menhir se situait non loin, mais il doit être renversé et recouvert partiellement par la végétation. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, mais sans les coordonnées sous cette canicule plus ma fièvre, je vous avoue que c'était plutôt compliqué. J'ai préféré me concentrer sur cet impressionnant menhir de Fraisse. J'ai d'ailleurs fait une petite pause contre lui, son ombre m'offrant protection contre les rayons brûlants du soleil. Et encore une fois, c'est une roche qui est assez fraîche. Donc je suis resté à 10 minutes le long là, à essayer de reprendre mon souffle parce que la chaleur est terrible. Et c'est vrai que c'était plutôt agréable. On est vraiment devant un menhir exceptionnel de Lozère, de par ses dimensions, sa forme, le fait qu'il soit toujours en position d'origine ou encore son état général plutôt bien conservé. Nous avons quand même beaucoup de chance que ce monument soit parvenu jusqu'à nous ainsi. Donc on m'a dit qu'il avait une forte valeur énergétique. On verra, je le toucherai un petit peu, je vous dirai ce que j'en pense. Alors on fera aussi une petite expérience amusante. Je vais mettre mon micro en sensibilité maximum et je le mettrai dans une cupule et on verra si ce menhir a quelque chose à nous raconter. Donc je pense pas qu'il va se passer grand chose les amis. Mais ça fera plaisir à une amie qui m'a donné cette idée. Ce menhir n'a toutefois pas de légende associée lui conférant un don de parole, ce qui est parfois le cas avec certains mégalithes. En tout cas, il impose vraiment une sorte de forme de respect avec ses dimensions tout à fait gigantesques. C'est vrai qu'il est très impressionnant. Il aurait pu quasiment servir de dalle de couverture pour un dolmen. Question pareille d'Oli, cette face ressemble vaguement à un visage vu de profil avec les yeux et la bouche pointant à l'est. On pourrait aussi y voir une feuille d'arbre, et d'ailleurs on a retrouvé des silex taillés dans le dolmen de Combré-le-Brouze qui avaient cette forme. L'autre face ressemble aussi un peu à un visage, la bouche pointant cette fois à l'ouest, mais l'œil est beaucoup moins visible. Alors c'est bien sûr très subjectif, mais vous me direz si vous voyez autre chose en commentaire. On va d'abord regarder un petit peu les tranches, voir si on voit des cupules. Ensuite, on regardera un petit peu la face moins marquée. Et puis, on s'attardera un peu plus longuement sur cette face à l'ombre, celle où voilà, j'ai vu le plus de marques d'érosion et le plus de cupules assez étranges. Alors, il a quand même un peu une base rectangulaire. On retrouve finalement cette caractéristique commune avec les autres menhirs de la région. Je ne suis pas sûr que des sondages ont été effectués à sa base, mais sa taille réelle est bien sûr plus importante. Ouais, je dirais que si un tiers est enterré pour le faire tenir, il ferait environ 4 mètres de haut sorti. Cette tranche n'a pas de cupule ou de forme nette d'érosion. On y voit plus comme des marques de taille. Je crois d'ailleurs distinguer les coins de fracture qui ont permis de débiter ce menhir. C'est possible qu'il y en ait ici. On voit des petites dépressions au fur et à mesure. Mais la dolomite, c'est une roche très sensible à l'érosion. Donc peut-être que ça a disparu. Tous ces petits trous. Tout ça, je pense que c'est naturel. Hein. On l'a vu souvent sur d'autres pierres de la région. Cette face, je dirais, est assez régulière. Elle a des marques d'érosion assez similaires à la tranche que l'on vient de voir. Il y a également quelques fractures. Sûrement dues à l'action de l'eau et du gel. Par exemple, ici, il en manque un bon bout. J'ai envie de croire que cette fracture était voulue car elle donne de la personnalité au menhir. Mais ça ressemble plus à un coin de taille qui aurait fragilisé la roche à cet endroit. Et toujours, toutes ces petites marques d'usure, d'érosion. Il y a aussi ce bassin assez profond qui forme l'œil du menhir. Il semble d'origine naturelle, mais il a un aspect quand même assez étrange. En tout cas, comme de nombreux autres menhirs, visiblement les mousses l'adorent. Mousse, lichens, insectes, oiseaux.
Je vous en avais déjà parlé, mais les mégalithes sont de véritables biotopes. Ils sont un peu comme des épaves au fond de la mer. Plein de formes de vie s'y agglutinent. Elles y trouvent nourriture et protection dans les recoins de la roche. Alors cette tranche est beaucoup plus abîmée que l'autre. Donc c'était peut-être aussi celle qui était à l'air libre avant qu'on le débite. Alors, il y a une très belle fissure, là on la voit très bien sur sa tête. Ça fait un petit peu comme un gouffre sur son dessus. Alors quand on descend, on remarque aussi cette grosse cassure. Est-ce que c'était d'origine? En tout cas sur toutes les photos que j'ai vues de ce beau mégalithe, eh ben, on la retrouve. Comme pour l'autre tranche, cette fracture est peut-être naturelle mais donne de la personnalité à ce menhir. Alors il est à peu près 13 h. Le soleil est quasiment au-dessus de lui là. Heureusement qu'il y a du vent parce que je suis en train de cuire. Et donc c'est cette face quand même qui me semble la plus intéressante. C'est celle où on voit le plus de marques. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle des cupules. Ces petites cavités formées par l'eau. C'est les gouttes qui tombent dessus et qui forment ces sphères quasi parfaites. Donc ici, j'ai pas l'impression qu'elles ont forcément été retravaillées par la main de l'homme. Mais il y en a juste à côté, on se demande vraiment. Donc ici, toujours pour moi des cupules plutôt naturelles. Et quand on remonte, eh ben, on a par exemple celle-là. On dirait qu'elle a été retravaillée. Celle-là ne me semble pas très naturelle. Les deux au-dessus aussi. Alors de très belles formes également au niveau de ce pied. Toujours pour moi, je dirais que c'est plutôt des cupules naturelles. Mais autour de ces cupules naturelles, comme celle-là, eh bien je dirais que celle-là a été retravaillée. Elle a une belle forme arrondie qui se termine un peu en pointe. Ici pour moi c'est beaucoup moins naturel par exemple. Alors peut-être que je me trompe les amis. Vu l'érosion, c'est difficile à dire sur ce menhir, mais on verra d'autres mégalithes où il n'y a pas de doute sur l'origine humaine des cupules. On a d'ailleurs l'impression que les cupules sont réparties sur le menhir selon 3 zones distinctes. On a le pied qui est pas mal marqué. Je dirais cette partie centrale où il y a quand même beaucoup moins de formes, beaucoup moins de cupules. Et dès qu'on arrive à hauteur de tête ici, les cupules recommencent et sont en beaucoup plus grand nombre. Ici, elles sont vraiment extrêmement nombreuses. Il y en a une ici qui a l'air assez profonde. Encore une fois, des cupules qui ne me semblent pas forcément naturelles. On a cette belle forme arrondie, ovale, qui se termine un peu en pointe. Là, il y a une cupule très profonde. Celle-là semble plus naturelle. Vous voyez, les formes sont peut-être un peu moins régulières. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces cupules. C'est vrai que c'est une face très marquée. Un menhir très intéressant. On va maintenant regarder son orientation. Donc je vais poser ma boussole sur ce petit caillou qui est assez plat. Et je pense qu'il a été mis ici par quelqu'un pour pouvoir poser ses fesses. Parce que dès que je suis arrivé, c'est ce que j'ai fait. Alors vous me croirez ou pas, mais je sais qui a posé ces cailloux. Et j'ai promis de garder le secret. En tout cas, c'est bien pratique pour se mettre à l'ombre. Alors j'ai à peu près mis la boussole comme il fallait. Et effectivement, au niveau de ces tranches, il pointe est-ouest. Alors la face où il y a toutes les cupules, celle-là, c'est donc la face nord. A noter qu'il a pratiquement la même orientation que le menhir de Chanay et le dolmen de Combray-le-Brouze. Comme j'ai dit, je vais poser mon micro dans une cupule, laisser comme ça.
Et puis toucher un peu la pierre, essayer de me concentrer et vous dire ensuite mes impressions, les amis. Alors toujours, hein, moi c'est un sujet où je suis un petit peu sceptique. Je pense qu'il y a possiblement des explications scientifiques à ces phénomènes. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi ça m'intéresse aussi parce que pour moi ça fait partie intégrante de l'histoire de ces mégalithes. Alors j'ai décidé de mettre mon micro, je pensais la mettre dans la cupule ici, mais je crois que ça sert un petit peu aux guêpes. Donc je vais la mettre dans celle qui est en dessous, qui est bien profonde. Je vous montre un petit peu où c'est par rapport au menhir. Je vais laisser le micro là, au maximum, et on se retrouve tout de suite les amis. Alors à part les grillons et les guêpes, on n'entend pas grand-chose d'autre. Ce menhir n'avait peut-être pas d'histoire à nous murmurer, mais il a quand même inspiré de nombreuses personnes dans la région. Comme Solange Tellier, alias Fleur d'Étoile, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a écrit ce poème sur ce fabuleux menhir de Fraisse. Menhir du Fraisse, tu ne vois plus aujourd'hui que quelques marcheurs et troupeaux de brebis. Cela, je le vois bien, ne te fait pas sourire. Plus de chants ni de prières, plus d'offrandes à la terre-mère. Tu restes totem solitaire, passeur millénaire de l'éternité, et tu t'ennuies. Lorsque du bout de l'âme, du bout des doigts, j'ose te caresser, lorsqu'il me prend la douce envie contre toi de me lever, alors du fond des âges, du fond de la terre et jusqu'aux nuées, je me sens traversé. Et c'est tout l'univers en moi qui se met à vibrer. Le passage se fait. Menhir du Fraisse, célébrons ensemble le temps retrouvé. Donc voilà les amis, c'était le menhir de Fraisse, aussi des fois appelé Fraïs. Donc vraiment un des plus beaux menhirs de la Cosméjean, un des plus imposants. Au niveau de mon ressenti, je pourrais pas vous dire si je sens grand chose quand je le touche. Mais c'est vrai que je suis resté environ 20 minutes collé à lui et eh bien je me sens un peu mieux. On est vraiment au frais dans cette ombre et dos à lui, je vous assure qu'on est vraiment pas mal. Donc eh bien les amis, on va filer, il fait extrêmement chaud. Je vais repasser sûrement par le camping et puis je verrai ce que je fais cet après-midi. Donc encore merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Finalement, j'étais guéri et à nouveau plein d'énergie. Alors j'ai décidé de bien profiter de mon après-midi. Après un passage au marché de Florac, je suis allé visiter un village aux multiples trésors, Saint-Laurent-de-Trèves. Et ce fut une fin de journée magnifique.